Alors, bienvenue pour ce nouvel atelier. Je crois que là, on est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations parce que s'il y a bien un domaine dans lequel le numérique a bouleversé beaucoup de choses dans notre métier, c'est bien cette dimension entrepreneuriale. Je crois qu'avant l'arrivée d'Internet, les choses étaient assez figées d'une certaine manière en termes de modèle économique pour des raisons diverses, et que l'arrivée du numérique, en bousculant à la fois l'environnement, mais aussi la manière de produire des contenus, en multipliant ce que j'appelle moi toujours l'eau tiède, hein, c'est-à-dire cette quantité d'informations dont nous sommes abreuvés chaque jour, mais finalement pour laquelle on n'est plus prêt à payer. Ça nous a tous poussés à nous poser beaucoup de questions sur finalement comment redonner de la valeur à l'information, ce qu'expliquait bien ce matin le PDG de l'AFP. Alors, pour nous parler de cette question, sans faire trop de caricatures, mais on va en faire un peu quand même, puisqu'on est journaliste, j'ai à ma gauche Maurice Botbol, qui est le fondateur et patron d'un groupe qui s'appelle Indigo Publications, que vous devez certainement connaître parce qu'il édite tout un tas de lettres confidentielles, dont la lettre du continent, pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique. C'est une publication de référence sur ce domaine. Et Maurice Botbol fait partie des gens qui ont très tôt anticipé, il va nous en parler dans un instant, justement la façon dont Internet pouvait modifier la question du modèle économique d'un média. Et puis à ma droite, donc à ma gauche, j'ai le patron, et à ma droite, j'ai l'ouvrier, si je puis dire, c'est-à-dire le journaliste pigiste qu'est Sofiane Ben Haj, journaliste tunisien, qui va lui nous expliquer aussi un petit peu comment il arrive à s'en sortir pour vivre déjà de ce métier. Maurice, je te laisse la parole. Je souligne aussi, parce que c'est une casquette qui est importante pour toi, c'est que tu es aussi président du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante en ligne, qui est un syndicat qui mène un peu la bataille pour que la presse sur Internet soit mieux reconnue, notamment d'un point de vue économique. On pourra éventuellement en reparler au cours des questions avec la salle. Bien, merci. Oui, la question, est-ce qu'un journaliste peut vivre du journalisme? Je pense que oui, souvent non, mais oui, à condition que le cadre dans lequel il travaille, on y reviendra, il soit favorable, et à condition aussi qu'il prenne un certain nombre de principes de base au départ de son activité. Moi, je suis journaliste de formation, j'ai fait une école de journalisme à Strasbourg. J'ai travaillé dans la presse régionale, et puis je suis allé, j'ai pas mal voyagé en Afrique, et en 1981, donc vous voyez, c'est pas tout récent, j'ai décidé de créer, justement pour être indépendant, ma propre publication. Et là, une étude économique rapide. Moi, je ne voulais pas créer... je pense que le métier d'éditeur de presse, c'est pas uniquement de produire l'information, c'est aussi de trouver des lecteurs et de les convaincre de s'abonner ou de lire son contenu. Donc il fallait à la fois que j'ai des choses à dire, des choses à... et puis aussi savoir s'il y avait un public qui était disponible en face. Et surtout si les conditions économiques étaient possibles pour que ce soit possible. Donc ma première publication qui existe toujours s'appelle La lettre de l'océan Indien. Donc c'est une publication destinée à un public spécialisé, professionnel, prêt à payer cher pour avoir une information indépendante et originale. Enfin, les deux choses sont importantes, indépendante et originale. Quand j'ai créé La lettre de l'océan Indien en 1981, évidemment il n'y avait que du papier, il n'y avait pas d'internet, on travaillait avec le téléx et on commençait avec le fax. Tout ça a l'air bien loin. Mais en étudiant, moi je ne connaissais pas le système des lettres confidentielles. C'est simplement en faisant une étude économique, je me suis aperçu que, distribuer de la presse dans l'ensemble des pays que je voulais couvrir, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Est, de l'Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par les îles de l'océan Indien, c'était beaucoup de dictatures, soit de droite, soit de gauche, mais en tout cas, il n'y avait pas franchement de liberté de la presse, donc distribuer dans ces pays-là en kiosque auprès du grand public était impossible. Si on avait une diffusion au grand public, il fallait passer par la publicité. Or, la publicité en Afrique, et encore aujourd'hui,
est très souvent une publicité d'État ou très fortement liée à l'État, donc une capacité de censure très forte. Et donc c'est imposé le modèle de la lettre dite confidentielle, qui est donc une publication qui va donner des informations exclusives, nouvelles, qui ne connaissent pas à un certain nombre de lecteurs qui sont des entreprises, des diplomates, des administrations, des gouvernements, enfin voilà, des gens qui sont des institutions et qui sont en mesure de payer un abonnement suffisamment cher parce que, pas pour nous faire plaisir, mais simplement parce qu'ils vont y trouver des informations qu'ils n'ont nulle part ailleurs. Pour ça, il a fallu monter un réseau de correspondants. J'ai fait toute une tournée dans la région avant de démarrer ma première publication et j'ai recruté tout un réseau de correspondants, de pigistes dans la région. Et donc voilà, modèle lettre d'information, donc avec abonnement cher, sans publicité et pas de distribution en kiosque, puisque c'est distribution par la poste, donc plus difficilement censurable. Et dernier point qui est très important, c'est que j'estimais que, enfin, qu'il n'y avait pas un public francophone suffisant pour une publication uniquement en français, et que deux, je ne voulais pas patauger dans le marigot franco-africain, voilà. Et donc, cette publication-là était dès le début, dès le premier jour, en français et en anglais. Et le fait d'être en français et en anglais oblige à écrire différemment, oblige à penser différemment, et oblige à s'adresser à des publics très différents. Et c'est aussi ce qui fait l'originalité de nos publications, c'est qu'elles sont, pour la plupart, en français et en anglais. Et donc ensuite, bon, on a créé plusieurs autres lettres sur l'Afrique, dont celle qui est devenue la plus connue, effectivement, sur l'Afrique de l'Ouest, c'est la lettre du continent, mais également Maghreb confidentiel sur l'Afrique du Nord. Et puis on a aussi sur l'Afrique deux autres lettres sectorielles, l'une sur les questions d'énergie, Africa Energy Intelligence, et l'autre sur les mines, Africa Mining Intelligence. Pourquoi ces deux sujets-là? Parce que, une fois de plus, ce sont des sujets stratégiques qui impactent beaucoup sur l'écosystème de tous les pays où il y a des activités minières et énergétiques. Ce sont des sujets aussi éminemment politiques. Enfin, un des traits, je dirais, éditorial auquel on est très sensible, c'est d'avoir toujours, même quand on couvre des sujets strictement économiques, d'avoir une approche politique. Parce que en Afrique, la politique n'est jamais très loin de l'économique. Et c'est en général ce qui manque le plus, cette lecture politique qui manque le plus aux acteurs économiques notamment. On a une autre publication qui s'appelle Intelligence Online qu'on a démarrée en 90, qui couvre une activité aussi qui n'est pas inintéressante, c'est une activité sur les services de renseignement dans le monde, donc c'est un peu particulier comme publication. Enfin en tout cas, le sujet est un peu particulier. Pour quelle raison? Là aussi, parce que il y a une sorte de trou noir de l'information sur ces sujets-là, qui sont très peu couverts. On a du mal à comprendre comment fonctionnent les services de renseignement, quelles sont leurs activités, quels sont leurs modes opératoires. Et moi, c'est vrai qu'en travaillant sur l'Afrique, j'étais quand même assez surpris de voir souvent un sergent en chef devenir tout d'un coup chef d'État. On ne savait pas trop pourquoi, et on se doutait bien qu'il y avait quand même quelques mains secrète ou qui l'avait amené là où il était arrivé. Donc je voulais comprendre comment ça se passait. Et donc on a créé une publication qui s'appelait Le Monde du renseignement au début, qui maintenant s'appelle Intelligence Online, et qui est aussi en français et en anglais, et qui couvre les activités des services de renseignement dans le monde entier. C'est une publication qui est assez unique, il n'y en a pas d'autres dans le monde de ce type-là. Donc on est assez fiers, qui est difficile, mais en même temps très intéressante à faire. Et voilà, en 1995, on a ouvert notre premier site Internet. Donc nous sommes parmi les pionniers de l'Internet en France. Il n'y avait pas beaucoup de sites d'information sur Internet à l'époque. Moi, j'avais un public international, donc je trouvais qu'effectivement, le meilleur moyen de toucher, de l'atteindre, qui nous connaissent, c'était d'être sur Internet, puisque du coup, ça abolit les distances. Donc, premier site Internet en 1995, et autre point d'originalité, il a été payant dès le premier jour. Il n'y avait pas de système de paiement à l'époque, personne n'en faisait. Moi, je ne voyais pas comment je pouvais donner de l'information que je faisais payer par ailleurs, et comment j'allais pouvoir payer mes journalistes si je donnais de l'information, et je ne voulais pas de publicité. Donc voilà, on a mis en place un système de paiement qu'on a bricolé dans la première version, et puis qui
ensuite qu'on a amélioré au fur et à mesure. Ces 5 dernières années, donc jusque-là, on était entièrement à l'international, et ces 5 dernières années, on a repris 2 publications sur la France, l'une qui s'appelle La Lettre A, qui couvre l'activité politique et économique en France, et une autre qui s'appelle Press News, qui couvre les actualités de la presse en France également. Nous gérons aujourd'hui 6 sites internet, 4 en français et 2 en anglais. Donc africaintelligence.fr et .com, qui est un portail qui regroupe l'ensemble de nos publications africaines. Intelligence Online, qui reprend la publication Intelligence Online, et La Lettre A et Press News. Voilà, pour un résumé rapide. Merci Maurice. Juste tout à l'heure, en préparant un petit peu l'atelier, tu disais qu'aujourd'hui, en fait, l'activité que les revenus que génère Internet, c'est le bénéfice de votre entreprise, en fait, de l'entreprise, c'est ça? Non, aujourd'hui, les revenus que génère Internet, c'est 90% de nos recettes. Par contre, puisque nous avons, depuis 1995, alors en 1995, nous avons créé effectivement un système qui est celui du porte-monnaie électronique. C'est-à-dire, voilà, on a donné la possibilité à nos lecteurs d'acheter non pas une publication, non pas un abonnement à l'année, comme l'abonnement classique à une publication non distribuée en kiosque, c'est l'abonnement annuel. Là, on a donné la possibilité à nos lecteurs, sur Internet, d'acheter les articles à l'unité. Et c'est cette activité-là qui, effectivement, correspond grosso modo aux bénéfices aujourd'hui. Okay. Mais autrement, on vend... la révolution d'Internet, si on veut rester sur les questions strictement économiques, la révolution d'Internet, c'est que avant Internet, on avait un seul produit qu'on vendait à un abonnement annuel. Nos abonnements, c'est à peu près entre 600 et 800 euros en moyenne par an. Donc voilà, quelqu'un où il payait 800 euros, où il ne pouvait pas lire nos publications. Avec Internet, on a multiplié les canaux de diffusion. Aujourd'hui, on peut acheter, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, nos contenus, on les vend depuis 1,50 € le prix le plus bas de l'article, jusqu'à 50 000 €, qui est une grande licence utilisateur pour une administration ou une grande entreprise qui veut qu'un très grand nombre de ses employés ou salariés puissent lire nos publications. Voilà. Donc avec le même contenu, c'est ça qui a changé, c'est qu'avec le même contenu, on vend des choses à 1,50 €, on vend des canaux pays, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse par exemple au Gabon ne veut pas lire ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, eh bien, on va lui vendre uniquement, il va s'abonner à un canal qui va lui fournir uniquement des articles sur le Gabon. Et ça, c'est à peu près autour de 250-300 €. Ensuite, il y a l'abonnement classique, traditionnel, et après, il y a les licences, c'est-à-dire qu'on peut abonner une administration, une entreprise qui va abonner plusieurs de ces cadres, en général, à nos publications. Et là, on a des tarifs plus élevés parce que c'est des abonnements groupés. Voilà, mais avec le même contenu, c'est-à-dire que... et c'est cette économie-là qui a fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'avec le même contenu, on a une palette d'offres beaucoup plus large. Très bien. Sofiane Menadj, toi, tu arrives à vivre de la production de ton contenu aujourd'hui en Tunisie? Pour dire vivre du contenu pour un journaliste en Tunisie, c'est pas encore tellement ça. On survit peut-être, mais on ne vit pas à l'aise par rapport au contenu, parce qu'il y a déjà toute une logique vis-à-vis de la presse, du journalisme en général. Il faut savoir que durant les 23 ans de dictature, les journalistes n'ont pas vraiment joué un rôle prépondérant dans ce pays. Donc il y a une espèce de tradition qui s'est placée, qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis des médias. Alors on est très loin de pouvoir développer justement des modèles économiques pour la presse viable. Parce que justement, même un système d'abonnement n'est pas possible en Tunisie parce qu'il y a une aberration. Ça veut dire qu'on a un réseau Internet très développé, un taux de pénétration très, très poussé, mais on n'a pas de moyens de paiement en ligne. C'est ce qui manque cruellement. Et puis même s'il y aurait eu un moyen de paiement, on n'a pas encore dans nos traditions que de payer justement l'information, etc. Parce qu'il n'y a pas vraiment une tradition journalistique dans ce pays. Alors aujourd'hui, oui, avec quelques jeunes journalistes, on arrive à survivre de ça en pigeant un peu à droite à gauche.
Mais c'est pas tellement ça. Surtout que moi, à l'origine, je suis un blogueur qui a connu une métamorphose, qui fait partie, que je me suis professionnalisé. Et au lendemain du 14 janvier, on a été un peu coopté par certains médias parce que ça faisait un peu sexy d'avoir dans sa rédaction un blogueur issu de cette mouvance, etc. Sauf qu'on voulait nous intégrer dans ces rédactions sans nous laisser réellement une place. On était habitué à être totalement libre et indépendant, pouvoir aborder tous les sujets qu'on voulait. Or, on se rend compte dès qu'on rentre dans un média tunisien qu'on ne peut pas tout aborder, qu'il y a des lobbying, qu'il y a des pressions, etc. Et donc, on teste, par exemple, avec un ami, on a essayé de développer un site d'information, le dictateur.net, mais on s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas vivre de la publicité parce que la publicité va surtout à certains sites d'information qui ne sont pas très sérieux, qui développent pas mal d'intox pour pouvoir attirer du trafic et pouvoir vendre de la publicité. Alors que nous étions dans une phase où on voulait vraiment faire des articles d'analyse, etc. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que très peu de gens lisent en fait le contenu. On a un taux de partage c'est ça qui est le système le plus aberrant, c'est que les gens rentrent, partagent l'article et puis quand on regarde le taux de connexion, c'est 3-4 secondes. Ça veut dire on lit le titre, on partage et on ressort. On ne lit pas l'entièreté de l'article. D'ailleurs, il y a certains sites d'information qui, le 1er avril dernier, avaient fait une petite blague. Ils avaient mis vraiment des titres racoleurs et qui parlait justement dans le contenu de l'article de l'imbécilité des gens qui partageaient juste à travers le titre. Ils ont connu un succès énorme, ces articles. Ils ont tourné sur les réseaux sociaux, etc. parce que les gens partageaient juste pour le titre et ne lisaient même pas le contenu. Et donc, on est en train encore de tâter le terrain, on est encore en train d'essayer de tester d'autres modalités. Par exemple, on a remarqué qu'il n'y a rien à faire. La photo prime sur la vidéo qui elle-même prime sur le texte. Et donc, on veut s'adapter un peu à ce format-là. Et aujourd'hui, on pense à lire nos articles en voix off et animer des images pour adapter le texte écrit au mode vidéo. Pour qu'au moins, on arrive à ce que les gens suivent le travail qu'on fait de A jusqu'à Z. Et donc, ce sont ces difficultés-là qui rendent vraiment le journalisme en Tunisie, c'est pas un métier encore évalué à sa juste valeur, quoi. L'information n'est pas encore aperçue comme un bien fondé, etc. en Tunisie. Et c'est toutes ces difficultés-là qui font qu'aujourd'hui, on est un peu dans une métamorphose en Tunisie. On ne sait pas encore comment on va faire pour justement faire en sorte de vivre du journalisme. Tu expliquais tout à l'heure, tu disais c'est compliqué, par exemple sur les techniques, il n'y a pas de module technique qui permet de développer le paiement en ligne. Est-ce que donc la publicité reste un modèle primordial dans le fonctionnement des médias en ligne, ou est-ce que justement vous tombez dans les travers que soulignait Maurice tout à l'heure, qui est que la publicité est souvent contrôlée soit directement par l'État ou par des entreprises d'État, et que c'est aussi du coup un levier de chantage éventuellement efficace. Oui, c'est exactement ça. C'est que je vous expliquais, je vais vous donner un petit exemple. Au lendemain du 14 janvier, il y a le groupe Orange détenu par un des gendres du dictateur qui s'était mis à financer de la pub dans quasiment tous les sites d'information. Et puis dès qu'il y avait un de ces sites qui parlait de la mafia de Ben Ali ou quoi, il retirait la publicité. Et donc c'était un moyen de faire pression sur ces sites d'information pour contrôler le contenu. Et cet exemple-là tend à se répéter, et c'est ça toute la difficulté qu'on rencontre en Tunisie. Et en plus de ça, pour pouvoir se targuer, pour pouvoir approcher cette publicité-là, il faut avoir un taux de trafic assez important. Or, quand on fait du travail sérieux, on n'arrive pas tellement à avoir ce trafic-là. L'intox permet beaucoup plus facilement de créer du trafic. Et donc, on se retrouve dans ce cas de figure-là où justement, via l'association des blogueurs tunisiens, on veut essayer de réguler un peu le système en mettant en place une espèce de plateforme qui évaluerait le contenu des sites pour dire voilà, tel site fait de l'intox, tel autre n'en fait pas, pour justement donner une grille de lecture pour les lecteurs et puis tracer le sillage dans lequel doivent se tracer les médias en ligne.
Et concrètement, alors quand vous voulez monter un site, là vous avez parlé du site que vous avez monté, ledictateur.net, vous êtes journaliste indépendant, comment vous faites pour... faut quand même un petit peu de moyens pour monter un site, il faut payer un développeur, etc. Est-ce que... comment vous faites concrètement? L'ami en question est un blogueur aussi, et on a été habitué du temps de la dictature de bidouiller tout seul, et ce site-là, on l'a bidouillé tout seul, on n'a pas ni payé les développeurs ni quoi que ce soit, on est parti voir quelques copains qui s'y connaissent, et on a bidouillé jusqu'à obtenir un résultat convenable, qui peut concurrencer même certains sites d'information sérieux en Tunisie. Donc c'est le système D, on essaye, on teste, on tâtonne, et puis pour essayer vraiment de trouver notre chemin et trouver un moyen justement de vivre de cela. Mais toujours est-il, personnellement en tant que blogueur, j'ai appris que, voilà, avant on regardait les médias, et surtout les médias occidentaux, avec des grands yeux très envieux. Et puis, au lendemain de la Révolution, quand on a commencé à côtoyer ce monde, quand on a commencé à travailler avec certains médias, etc., ça a été quand même une certaine désillusion, parce qu'on remarque que plus un média a besoin de moyens, et plus il perd de son indépendance. Et c'est très difficile pour un blogueur indépendant, etc., qui pouvait aborder tous les sujets, de se bâillonner un peu, de se mettre au format journalistique en respectant une ligne éditoriale bien déterminée, et surtout qu'en Tunisie, voilà, c'est certains groupes, certains lobbies qui essayent de contrôler, qui essayent de casser certaines volontés, et donc on a beaucoup de difficultés d'intégrer des rédactions. Et donc l'indépendance n'est pas tellement un choix, c'est fait parce qu'à l'époque on était indépendant, et qu'aujourd'hui, bon, quand on intègre certaines rédactions, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait dans l'époque. Donc on retourne un peu à nos premiers amours en retournant vers le blogging, etc. D'accord. On va passer peut-être aux questions de la salle, si par rapport à ces deux témoignages que vous venez d'entendre. Y a-t-il des questions ici, devant, là, faudrait micro. Thank you. Khalid from Syria. Saïd de Syrie. Alors, on ne peut pas gagner sa vie en étant journaliste. On ne peut pas gagner sa vie en étant journaliste. Oui, on peut pas. Allez, les plus grandes mannes financières viennent surtout du travail de fixing, parce que les journalistes étrangers, quand ils viennent en Tunisie, ils ont besoin de personnes locales, etc. Moi, quand je regarde sur une année, ce que j'ai gagné, ça vient beaucoup plus du fixing que du journalisme. Non, on ne peut pas vraiment vivre encore concrètement de ça. C'est très difficile encore en Tunisie, parce qu'il n'y a pas cette tradition journalistique qu'on peut avoir en Europe. On est encore dans un schéma où, voilà, quand on achète un journal, c'est 36 000 personnes qui le lisent. On n'a pas encore la même dynamique qu'en Europe. On n'a pas cette tradition de lire le matin son journal, etc. Il y a un sens de partage qui fait que, voilà, on ne peut pas réellement vivre et bien vivre de ce métier. Pour être clair, Sofiane, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, le fixing, c'est de servir d'accompagnateur pour des journalistes étrangers, de les renseigner, d'essayer de leur fixer les rendez-vous, d'essayer de leur trouver les personnages qui collent le plus à ce qu'ils ont écrit dans leur séquencier. Voilà, D'accord. Ok. We can only die from journalism, not live. On ne peut seulement mourir du journalisme, on ne peut pas en vivre. Aussi de temps en temps, quand même. Nerman. Bonjour. De toute façon, c'est vrai, c'est très difficile de vivre pour un journaliste, mais est-ce qu'il serait peut-être pas utile, je vais poser deux questions. La Tunisie, c'est une situation très différente de la France. Est-ce qu'il ne serait pas très utile, par exemple, de la part de nos amis tunisiens, de faire pression sur l'État tunisien pour qu'il y ait des organismes qui gèrent le marché de la publicité? En Algérie, par exemple, ce n'est pas un modèle, loin de là, mais ils ont eu l'idée intéressante d'avoir un office qui s'appelle l'ANEP, l'Agence nationale de la publicité, qui gère tout ce qui est la publicité publique. Après, elle redistribue toute cette publicité à des journaux. Et les journaux vivent de ça. Après, les journaux exagèrent naturellement, et pour avoir le plus de pages de pub, ils changent complètement leur ligne éditoriale. Mais ça, c'est la faute des journalistes. Quelquefois, il y a, de la part de l'État, il y a des abus de pouvoir,
mais je crois que de la part de la presse, c'est ce que moi je peux appeler des abus d'obéissance. Quelquefois, l'État ou le pouvoir ne demande pas autant d'obéissance ou autant de caresses dans le sens du poil. Alors qu'il ne serait pas, par exemple, que les journalistes en Tunisie se regroupent, parce que la pub privée, on sait ce que c'est du lobbying. Ce ne serait pas intéressant de se regrouper pour qu'il y ait des organismes publics qui gèrent cette pub pour qu'elle soit redistribuée. Ce n'est pas des subventions. La Tunisie n'est pas la France. C'est un État un peu pauvre, qui ne dispose pas des recettes budgétaires importantes, mais qui, au moins, à travers cette publicité publique, si elle est redistribuée de manière équitable pour les médias électroniques et papier, ça pourrait marcher. Sans qu'il y ait, encore une fois, un abus d'obéissance. Ma deuxième question, et je finis, par rapport à l'expérience française très intéressante, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, qu'en Afrique, dans les pays comme le nôtre, donc avec le problème du paiement en ligne qui est très difficile à mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez, avec votre expérience enrichissante, nous proposer pour une solution de paiement pour des articles? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans des pays comme l'Algérie ou la Tunisie ou des pays d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne? Okay. Merci beaucoup. Merci, Abderrahmane. Première question. Alors pour l'agence, cette agence existe bien, mais on a une méfiance vis-à-vis de ce système-là, parce que du temps de la dictature, cette agence servait justement à tuer tout journal d'opposition. Ça veut dire que les journaux d'opposition n'avaient pas le droit à la publicité. Et donc on se méfie un peu de ce système-là, parce que justement, qui dit une agence dit un espèce de contrôle, et c'est ce que faisait Ben Ali pour tuer tous les journaux d'opposition qui vivaient grâce à des dons et de certains subsides, mais qui n'arrivaient pas vraiment à faire opinion sur eux. Et donc le système existe, mais il est pernicieux, il peut être utilisé à mauvais escient, quoi. Oui, je renchéris sur ce. Je pense que d'une manière générale, il ne faut pas que l'État intervienne dans la vie des journaux le moins possible, y compris dans des pays démocratiques comme la France. On voit bien comment le système de subvention, alors que ce soit par l'intermédiaire de la publicité, même y compris en France, le Premier ministre a un service qui s'appelle le service d'information du gouvernement, qui distribue beaucoup de publicité aussi, de la publicité gouvernementale pour telle ou telle cause. Et on sait que ça peut créer des dérives, même si dans un pays où il y a des contre-pouvoirs et où c'est contrôlé. Et là, c'est le président du SPIL qui s'exprime? Là, c'est le président du SPIL, oui, qui s'exprime. Puisque en tant que président donc, de syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, nous sommes beaucoup bagarrés au cours des 4 dernières années contre le système d'aide et de subvention en France, qui est opaque, qui n'est pas transparent et qui surtout est inefficace. Donc, à chaque fois que l'État intervient, ce que l'on peut constater, c'est qu'il a tendance, d'une manière ou d'une autre, à biaiser le système. Et les éditeurs ont aussi tendance, exactement, alors soit ce n'est pas nécessairement un abus d'obéissance, mais ils ont tendance aussi à se servir de cette perfusion des subventions pour ne pas faire justement les évolutions importantes, notamment technologiques, qu'ils devraient faire normalement. Donc ça, voilà. Par contre, ce que l'État peut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit favorable aux entreprises de presse. En France, par exemple, la presse bénéficie d'un taux de TVA de 2,10%, alors que l'ensemble des produits est taxé à 19,6%. Donc le fait que pour le lecteur, le journal coûte moins cher parce qu'il y a un taux de TVA qui est plus faible, ça, c'est une aide à la presse, mais je veux dire, à partir du moment où on est reconnu comme étant un journal, il n'y a pas besoin de remplir de dossiers, il n'y a pas besoin de demander des subventions ou autres. Et donc, nous sommes favorables justement à ce qu'on appelle les aides indirectes, c'est-à-dire les aides qui sont intrinsèques au système lui-même et non pas de redistribution. Alors, ce qui n'est pas encore le cas sur Internet. Alors, ce qui n'est pas encore le cas sur Internet, puisque sur Internet, aujourd'hui en France, il y a une grande injustice. C'est que le même article vendu en papier est taxé à 2,10, comme je venais de le dire, mais est taxé à 19,6 s'il est vendu sur Internet. Donc, est vendu plus cher et crée des distorsions de concurrence qui sont assez incompréhensibles. Et l'État, pour l'instant, n'a toujours pas décidé d'avoir un taux de TVA identique pour les médias imprimés et en ligne. Donc vous voyez, il y a encore des inégalités aussi, y compris ici. L'autre question, L'autre question. Alors, les bonnes recettes. Alors moi, comment dire, je pense qu'il y a une première chose qui est importante et quelque chose qui est aussi, et c'est je trouve ce que disait Sofiane tout à l'heure était intéressant, c'est-à-dire cette course à l'audience. Aujourd'hui, le gratuit entraîne une course à l'audience. Et donc, avec toutes les dérives de la course à l'audience, où effectivement, on fait tout pour accrocher le lecteur, et derrière, on lui vend n'importe quoi, etc. Parce que l'audience, ça veut dire la publicité, et la publicité
veut dire les seules recettes qu'ont les sites gratuits. L'intérêt du payant, c'est qu'on revient aux basiques de la presse, c'est-à-dire que le lecteur achète son journal et donc qu'il puisse l'acheter au kiosque dans le monde physique ou qu'il puisse l'acheter en ligne, la démarche est strictement identique. Alors, cette question des moyens techniques, effectivement, est importante. Moi, j'ai découvert qu'effectivement, en Tunisie, les internautes ne pouvaient pas payer avec leur carte bleue en ligne. Je ne le savais pas. Et je trouve que c'est... Enfin, l'obligation qu'auraient les banques de permettre le paiement en ligne, c'est une revendication démocratique, très clairement. Alors, il y a d'autres pays où... Alors, après, il y a un autre problème, c'est vrai que souvent en Afrique, les cartes bleues ne sont pas... Les cartes de crédit, d'une manière générale, ne sont pas très répandues. Par contre, ce qui se répand, et notamment il y a un pays comme le Kenya, où c'est très répandu, c'est le paiement à partir du mobile, et où là, vraiment, ça devient une habitude de payer avec son mobile, et donc aussi de lire sur mobile. Et je pense qu'un des développements de la presse, notamment dans les pays... en Afrique, par exemple, c'est paiement via le mobile et lecture sur mobile. On voit bien que même dans les pays développés, la lecture sur mobile se développe énormément, qu'on arrive à lire très bien des articles sur mobile. Et ce qui compte, c'est l'information. On peut, alors sans aller sur la vidéo, mais même sur la photo, maintenant, on peut voir pas mal de photos sur mobile. Le fait de pouvoir lire sur mobile, donc d'être avec un outil qui est pratique, qu'on a dans la poche, et avec lequel on peut payer immédiatement, je pense que des développements de ce type-là sont très porteurs d'avenir. Bonjour, Henda de la Tunisie. Je veux parler de l'expérience tunisienne comme Hamad, Sofiane, enfin, il a mentionné. C'est vrai que le journaliste aujourd'hui a énormément de difficultés, surtout après la Révolution, malheureusement, parce qu'on continue avec le même système. En fait, un simple exemple, la presse écrite, après le 14 janvier, on a vu plus que 200 journaux nouveaux dans le marché. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, il y a seulement 2 qui ont survécu. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de la publicité qui est toujours contrôlée par l'État, par le pouvoir en place, et aussi parce que la distribution est monopolisée par certaines personnes qui collaborent avec le pouvoir également. Donc on ne peut pas parler d'un journaliste libre et qui peut gagner sa vie tranquillement, si on peut le dire, si on n'a pas une liberté de presse, si on ne peut pas réformer le secteur. Et aujourd'hui, il y a un bras de fer énorme, entre le syndicat des journalistes, les experts et la société civile et le pouvoir qui tient toujours à contrôler les médias, la télévision aussi. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que l'audience, par exemple, n'est pas un critère pour attirer la publicité. Quand on a une chaîne de télévision privée, Tunisia, qui fait le taux d'audience le plus élevé et qui n'a pas du tout de la publicité parce qu'elle a des problèmes avec la Troïka ou ceux qui sont au pouvoir, ça nous inquiète énormément sur le futur du journaliste et des médias en général. Donc ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est les vieilles habitudes. Aujourd'hui, il y a rarement des journaux qui font une conférence de rédaction qui permettent aux journalistes de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de faire des initiatives. Donc on reste toujours avec la mentalité du journaliste salarié qui fait son travail. On n'est pas du tout exigeant parce que on se contente de peu et on est satisfait du peu, quoi. On suit l'actualité et puis on n'essaye pas de varier le contenu, de voir ce qu'on peut faire de mieux pour la transition politique, par exemple, ou ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est parce que aussi le public n'est pas exigeant et n'a pas la culture d'exiger un contenu médiatique consistant. Donc,
tout, enfin, le domaine, toutes les composantes fait que le journaliste est coincé dans cette situation. Il ne peut pas exiger plus d'argent pour le travail qu'il fait parce qu'on ne demande pas de lui de faire plus, en fait. Donc, voilà. Merci pour ce témoignage. Sofiane, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir et je veux surtout appuyer ce que vient de dire Hend. C'est qu'aujourd'hui en Tunisie, par exemple, depuis le 14 janvier 2011, toutes les affaires, les grosses affaires qui ont éclaté, que ce soit de corruption, que ce soit des milices armées, ce sont des blogueurs qui ont éclaté ces histoires-là, ce ne sont pas des journalistes. Bien que souvent on propose ces sujets-là aux journaux, mais les journaux n'osent pas les éditer. Mais c'est une fois que les blogueurs font exploser ces affaires que les journaux viennent après renchérir et viennent reprendre ces histoires. Donc on est encore dans une phase de frilosité de toutes ces rédactions qui n'osent pas faire de vagues, qui n'osent pas aborder des sujets qu'ils considèrent épineux. Et c'est ça toute la problématique. Et en tant que journaliste indépendant, quand on intègre ces quotidiens-là ou qu'on a envie de faire du travail comme ça, ben on est très vite ralenti par une direction qui dit non, pas de vague. Non, il faut rester derrière, on est encore au journalisme de Béni Oui. Et il faut aussi savoir qu'en Tunisie, du temps de la dictature, ben les journaux ne servaient pas à informer, c'était un relais permanent de la propagande étatique. Les journaux servaient plus à cacher les devantures des vitrines au mois de Ramadan pour ne pas montrer les gens en train de manger à l'intérieur. Donc c'est plutôt des journaux qui cachaient la réalité que la montrer, quoi. Tout ça, si je vous comprends bien, milite plutôt en faveur du modèle des startups où on commence avec rien, pas de moyens, pas de capitaux spécifiques. On essaye, on se plante, on recommence, on essaye, on se plante, on recommence jusqu'à ce que ça marche. On est encore en train de tâter le terrain, on est en train d'essayer de trouver un modèle économique viable. Puis on a aussi un énorme problème, c'est qu'on n'a pas de journaux régionaux. Par exemple, journaux papier régionaux, on n'a pas en Tunisie. Or, on remarque que les Tunisiens sont très demandeurs parce qu'ils se sentent beaucoup plus atteints par un sujet qui les concerne directement dans leur ville ou leur village. Alors, quand on veut développer du journal papier, par exemple, régional, le modèle économique n'est pas viable parce que personne ou très peu de gens vont l'acheter et ça coûte énormément cher que de le faire. Et donc, on se rabat maintenant sur des espèces de collectifs de blogueurs régionaux qui arrivent à faire un travail journalistique concret et qui a ses répercussions. Mais encore une fois, eux-mêmes n'arrivent pas à trouver des moyens de se financer. D'autres questions? Ici, là. Bonjour. J'aimerais savoir, profiter de cet atelier pour introduire cette question de fil publicitaire sur Google. L'accès à la publicité Google, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au niveau du marché publicitaire? Et est-ce que ça pourrait être une alternative d'accès à la publicité pour des médias en ligne de nos pays? Par exemple, en Haïti, on n'a pas accès véritablement au marché publicitaire qui concerne les autres médias. Et quand on se réfère à la publicité Google, ou bien quand on essaie de tirer quelque chose de la publicité Google, on se rend compte que finalement, ça ne se résume pas à grand-chose. Donc, quelle est la valeur stratégique de la publicité Google? Alors, je vais laisser nos invités répondre. Juste pour vous donner un chiffre, en France, le montant des dépenses publicitaires sur Internet annuel est de 2,5 milliards d'euros. Et là-dessus, Google en capte 1,2 milliard. Donc, Google, en tout cas en France, pompe quand même une très grosse partie des dépenses publicitaires via ce qu'on appelle le search, le business du search, c'est-à-dire les Google Ads, pour résumer. Maurice, une réponse? Non, mais la publicité Google, c'est beaucoup d'argent pour Google et très peu d'argent pour les éditeurs. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, Google n'est plus un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire. Donc, le business qu'ils font est un business totalement orienté vers l'acquisition de publicité.
Et je veux dire, tous les éditeurs de presse, y compris dans les pays développés, qui ont cru que la publicité que pouvait leur apporter Google était une source de revenus suffisante, sont en train de s'apercevoir que cette source de revenus est très largement insuffisante pour pouvoir financer une rédaction, etc. Donc, Google ne fait pas payer ses publicités très cher, mais comme il a un quasi-monopole ou une prédomine sur le marché, se rattrape sur la quantité, mais pour chaque éditeur, ça représente des sommes très très faibles. Donc ça peut être éventuellement un petit revenu d'appoint, mais ça ne peut pas être un revenu qui permette à une entreprise de presse de vivre. Sans compter, je crois, Sofiane, qu'on en parlait tout à l'heure, faut avoir en fait un compte à l'étranger si on veut toucher. Oui, pour certains pays, c'est pas très évident de récupérer l'argent justement qui nous revient justement de ces régies publicitaires là, de Google, etc. Parce que bien souvent, Google n'a pas une introduction dans tous les pays, donc c'est très difficile. Mais allez, c'est un revenu d'appoint et on cherche justement des moyens de multiplier ce revenu d'appoint. D'où l'idée quand on veut développer justement de faire un contenu vidéo d'un texte, de lire en voix off, etc. Parce que les plateformes de partage vidéo aussi intègrent de la publicité et qui peut être une seconde manne d'appoint pour aider un peu au développement du site, quoi. Ce qu'a fait avec succès le Wall Street Journal depuis un an. D'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, je travaille avec Abdou Semar, qui est le rédacteur en chef de mon journal algeriefocus.com, dont je suis le nouveau propriétaire. Moi, j'ai une remarque et une question. Moi, mon job, c'est de faire rentrer l'argent dans la boîte, et lui, son job, c'est de faire de la bonne qualité éditoriale et de le dépenser correctement, n'est-ce pas? Et il le fait très bien. Première remarque sur moi, de formation, je suis consultant en stratégie. J'ai travaillé chez Arthur Andersen et chez Bearing Point à Paris. Donc, je viens de finir une mission pour mon journal sur la diversification des revenus d'algeriefocus.com. Et tout content, mon consultant vient me voir en disant c'est bon, on va exploser les revenus. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit déjà comme tu disais tout à l'heure, Sofiane, des petits ruisseaux font des grands fleuves. Et c'est vrai, on vient de multiplier par 3 les revenus publicitaires hors Algérie. 35% du flux d'Algérie Focus vient de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Google AdSense, plus des programmes d'affiliation aux États-Unis, au Canada, en France et en Angleterre, on arrive à couvrir 70% des coûts opérationnels. Ça veut dire des coûts que Abdou dépense tous les jours. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a un deuxième point, et là j'aimerais avoir l'avis des experts. Est-ce que la stratégie du Figaro, qu'on a beaucoup étudiée, n'est pas la bonne? C'est-à-dire, Figaro est un des sites français qui est le plus visité en France. Qu'est-ce qui se dit? Il se dit, j'ai un flux qu'il faut que je monétise. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rachète toute une série d'entreprises qui font de l'e-commerce, je les plug sur lefigaro.fr, et ça monétise d'une manière très significative mon flux. C'est ce que nous, on est en train d'essayer de faire avec tout un tas de sites sans avoir le mode de paiement en ligne, etc., avec des sites de vente privée, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif. Mais cette stratégie-là, pour moi, est la bonne, avec bien entendu des entreprises juridiquement séparées pour assurer qu'Abdou puisse bien faire son travail des journalistes. Et d'ailleurs, il me le rappelle tous les jours. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. Et moi, je ne connais pas le monde du journalisme, je ne suis pas journaliste. Donc, je trouve qu'en plus de ça, le duo, on va dire, business et journaliste fonctionne plutôt pas mal. Ce n'est pas dans les gènes ou dans l'ADN d'un journaliste de ramener de l'argent dans une boîte. À vos réactions. Merci beaucoup. Avant de te laisser répondre, Maurice, juste pour info, hein, effectivement, le Figaro est le premier site français en termes de trafic, mais il faut savoir que ça ne concerne pas que le Figaro, c'est une agrégation sous la marque Le Figaro du trafic que fait Le Quotidien, mais également le Figaro Magazine, Figaro Madame, Le Conjugueur, par exemple, si vous connaissez ce site, ou encore une chaîne météo. Voilà, donc il faut relativiser la portée, la nature de ce trafic. Oui, enfin, l'exemple du Figaro est intéressant parce que, enfin, ils finissent par redécouvrir leur métier de base, c'est-à-dire que traditionnellement, la presse papier a toujours vécu des petites annonces, entre autres, offres d'emploi, offres, logement, etc.
Et quand Internet est arrivé, le Figaro, dont une bonne partie des ressources venaient des petites annonces, n'a pas vu passer le train Internet et a complètement perdu tous ses revenus petites annonces. Et ils s'en sont aperçus quand même avec quelques années de retard, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé effectivement à racheter des sites d'annonces et qui participent, et je pense que c'est de ce point de vue-là, c'est un raisonnement intelligent, et qui participe à l'équilibre économique du journal. En plus, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre un site de petites annonces et un site d'information. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. J'aurais juste donné un autre exemple qui est assez flagrant des erreurs stratégiques que peuvent faire ces journaux. Ouest France, par exemple, est à l'origine du Bon Coin. Le Bon Coin est un site d'annonces qui explose en France, qui a réussi même à renvoyer eBay en France aux oubliettes. Et Ouest France, qui était à l'origine de ce site, l'a récemment vendu. C'est-à-dire pour avoir du cash rapidement et sans se rendre compte qu'une partie de son avenir se trouvait justement dans ce business de petites annonces. Pour revenir au Figaro, il y a cette partie, je dirais, que j'estime vertueuse, c'est-à-dire les petites annonces. Il y a l'autre partie qui est beaucoup moins vertueuse, c'est ce dont parlait David, c'est cette course à l'audience effrénée avec toute une série des jeux concours, des sites de conjugaison, toute une série d'artifices qui sont là uniquement pour faire de l'audience, mais qui n'apportent strictement rien au contenu et qui obligent, y compris les rédactions, à modifier une partie de leur contenu pour pouvoir faire un peu plus d'audience. Donc voilà, je dirais qu'il y a une partie qui me semble vertueuse et l'autre qui l'est beaucoup moins. Oui, mais en quoi le fait de faire Le Conjugueur ou Madame Figaro, etc., influe sur la manière d'écrire les articles sur le Figaro? Je ne vois pas en fait. Alors, parce qu'on est dans une logique strictement d'audience, donc il faut attirer de la publicité et il faut arriver en tête des moteurs de recherche. Alors, Le Conjugueur, c'est facile, effectivement, de ce point de vue-là, ça n'impacte pas directement. Par contre, les articles doivent être écrits aussi dans une logique d'audience, c'est-à-dire avec des titres racoleurs, avec des infos qu'on fait tourner en permanence en modifiant 3 trucs pour que ça remonte en choisissant des sujets qui font le buzz et non pas des sujets nécessairement sérieux, parce que les sujets qui font le buzz vont être ceux qui vont faire de l'audience, etc. Enfin, c'est cette logique-là qui pose problème et qui est un peu insidieuse, qui est beaucoup moins, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui dans le fond est insidieuse. Mais le Figaro n'est pas le seul. Des tas d'autres journaux font exactement la même chose parce qu'ils sont dans cette logique très forte d'audience. Alors moi, je dirais que plus ils développeront les petites annonces, moins ils auront besoin de l'audience, et mieux ce sera. Voilà, pour résumer. Je voudrais juste, on va arrêter là parce qu'on me dit que juste une dernière remarque. Oui, rapidement sur le racolage, ça me semblait vraiment intéressant. Vous savez, moi je viens d'un pays où tout est tabou. Alors quand on parle de racolage, est-ce que ça risque pas de mener vers l'autocensure? Parce que le sexe fait lire, c'est universel, mais chez moi, le sexe est tabou. Donc je ne peux pas en parler. Donc je ne peux pas parler d'éducation sexuelle, je ne peux pas parler des homosexuels. Comment faire? Le racolage, finalement, c'est une notion très subjective. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment une notion très subjective? C'est pas parce que le sujet est vendeur que je ne dois pas en parler? La question comporte la réponse, non? Ah, je ne sais pas. Non, juste, moi, je voulais terminer par un dernier point, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné, notamment sur les sites africains, où on ne trouve pas, ou quasiment pas, de carnet, vous savez, les annonces de naissance, de mariage et de mort, qui pourtant sont un service qu'on rend au lecteur, qui est tout à fait monétisable, et d'autant plus monétisable quand on a, comme vous, une bonne partie de son lectorat qui est dans la diaspora, donc qui n'a pas forcément les canaux nécessaires pour s'adresser à sa communauté, et pour lesquels ça serait un service à rendre qui serait très intéressant. Je sais que la presse française a pris énormément de retard aussi sur ce sujet-là, pour tout ce qui est carnet en ligne. Mais voilà, moi, parmi les recettes qu'on pourrait développer pour monétiser du contenu et du service, ça fait partie des pistes qui sont assez intéressantes. Voilà. Merci à tous pour ce débat, et Philippe, je te rends la parole pour la suite.